très bien. Asseyez-vous, profitez, tout le monde est arrivé. Ben, on va pouvoir démarrer directement. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette conférence. J'espère que votre salon et votre visite se passent bien, peut-être depuis hier, sinon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec... Hop. Ma première conférence du coup qui va porter sur les chiffres 2020 du Digital Learning by ISTF. Alors je me présenterai juste après. Peut-être que vous avez déjà vu passer notre livre blanc, peut-être que vous l'avez vu passer l'année dernière. C'est déjà la 6e année qu'on fait cette enquête et qu'on analyse non pas les tendances mais les usages du digital learning. Nous, on est dans le concret et on a envie de se positionner sur des chiffres qui pourront vous aider dans l'intégration du digital learning, dans vos projets digital learning et dans la façon dont vous pouvez améliorer, optimiser, lancer peut-être les choses. Alors, très rapidement, qui nous sommes et plutôt ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est un organisme de formation, le spécialiste qui va former et accompagner vos formateurs, vos ingénieurs pédagogiques, vos responsables formation, en somme, les acteurs de la formation, de tout type de structure, vers la réussite des projets digital learning. Ça demande des nouvelles compétences et on est là pour vous les apporter. Du coup, on fait ça sous plein de formes différentes, du cursus certifiant à de l'accompagnement et du coaching, en passant par plein de sortes de formations qu'on peut aussi composer ensemble. Voilà, on a un stand, évidemment, n'hésitez pas à passer nous voir si vous avez envie d'en savoir plus. Du coup, je voulais commencer par une bonne nouvelle. Je trouve que c'est pas mal pour entamer le sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le blended learning, aujourd'hui, est vraiment à son apogée. D'année en année, il y a une progression qui se fait. Et cette année, on observe une forte progression. En fait, ces chiffres-là, 74%, ça représente la part des structures en France qui ont déjà mis en place, qui ont déjà expérimenté le blended, le digital learning. Et c'est 10 points de plus que l'année dernière. Donc c'est vraiment, nous, on est hyper contents d'observer ça. Qui plus est, bah voilà, 19% des structures qu'on a interrogées font encore uniquement du présentiel. Vous faites partie de celle-ci peut-être aujourd'hui et vous cherchez des solutions pour digitaliser votre offre. Et puis on a 7%, c'est une part assez constante de structures qui ne font que du distanciel. Elles sont plus rares. Maintenant, moins bonne nouvelle, je voulais faire un petit focus sur les derniers du classement, les organismes de formation. Aujourd'hui, parmi les typologies de structures qu'on a interrogées, ce sont les organismes de formation qui sont un petit peu à la traîne. Alors, ça reste un chiffre en forte progression concernant les OF par rapport aux années passées, mais ce sont ceux qui ont le moins intégré le blended learning. Et c'est vrai que quand on est sur un secteur comme le nôtre, qui est la formation digitalisée, un secteur d'innovation, c'est assez rare de voir que les fournisseurs sont en retard par rapport aux clients. Donc je pense que les organismes de formation, et le marché va dans ce sens avec les réformes, etc., ont maintenant un enjeu hyper fort à digitaliser leur activité et il faut vraiment en prendre conscience si ce n'est pas le fait aujourd'hui. Alors, on va rester dans les petits côtés négatifs et puis après, on les mettra derrière nous. Les freins. Aujourd'hui, quels sont les freins qui empêchent la poussée du digital learning ou l'intégration du digital learning dans les structures? Eh bien, ce sont les mêmes d'année en année. On retrouve 3 principaux freins qui sont le manque de temps, le manque de compétences et le manque de budget. Alors, ces freins-là, on les connaît. Je suis sûre que vous allez vous retrouver dans 1, 2 ou 3 de ces freins-là dans vos structures. Je voulais plutôt qu'on évoque ensemble quels sont les leviers pour les dépasser. Alors, manque de temps, malheureusement, je ne vais pas vous apporter de formule magique. Je dis souvent ça, malheureusement. C'est vrai que produire des contenus digitalisés, mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles façons de concevoir la formation, de nouvelles façons de les animer, ça prend du temps. Donc, là, la recette, peut-être qu'il y en a une, c'est de libérer du temps chez vos collaborateurs qui sont amenés à intégrer ces projets et à contribuer à ces projets. Le manque de compétences, là pour le coup, moi la première, je vais vous vendre ma soupe, former vos collaborateurs à ces nouvelles pratiques. Ce sont des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-être. Donc il faut de la formation, il faut de l'accompagnement. Et puis, pour le manque de budget, la chose intéressante, en fait, finalement, c'est peut-être pas un vrai frein, c'est peut-être un faux frein, ou en tout cas un frein qui peut facilement être dépassé. Ce qu'on observe, nous, chez les clients qu'on forme et qu'on accompagne, c'est qu'on veut tout de suite avoir un produit fini.
on veut avoir des formations digitales de dingue. Il y a plein de choses aujourd'hui qui existent sur le marché et on se dit ah ouais mais là c'est pas du tout à la hauteur de ma bourse, j'y arriverai pas. Et puis du coup il va me falloir du temps, ça veut dire que je vais moins vendre de prestations côté formateur. Non, j'ai pas de budget. Finalement aujourd'hui il existe plein d'outils du web qui vous permettent de faire du digital learning sans forcément passer par des solutions exclusivement dédié au digital learning. Il faudra y venir, évidemment. Mais peut-être que pour commencer, vous pouvez vous servir de ce que vous avez déjà. Donc ça, c'est une piste à creuser. Et puis, n'hésitez pas aussi à revoir vos envies à la baisse pour démarrer. Encore une fois, ce ne sont que des étapes par lesquelles passer. Donc, au lieu de vouloir un produit fini de haute qualité dès le départ, pourquoi pas voir à l'échelle que vous avez, au budget dont vous disposez. Donc, finalement, ce frein-là, vous pouvez le mettre de côté assez facilement. Voilà, pour les mauvaises nouvelles, entre guillemets, on peut passer à la suite. Et là, je voulais faire un focus sur les modalités du digital learning. C'est vrai qu'aujourd'hui, il en existe plein. On a, nous, analysé auprès des responsables formation qu'on a interrogés, quelles sont les modalités pédagogiques qu'ils jugent les plus efficaces. Du coup, le présentiel, depuis toujours, depuis les 6 ans qu'on fait cette enquête, ressort en tête du classement. C'est effectivement une modalité pédagogique très efficace. Suite à sa seconde position, c'est la classe virtuelle qui ressort. On a ensuite le fast learning, le micro-learning, le video learning, et puis après on retrouve des modalités connues comme le mobile learning, le e-learning scénarisé, social learning, serious game et réalité virtuelle. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui ici, c'est 2 choses. Première chose, les modalités jugées les plus efficaces par les responsables formation sont 1, synchrone, présentiel, classe virtuelle, et 2, très courte. On l'a vu là, fast learning, micro-learning ressortent en tête, video learning juste après. Donc c'est intéressant de mémoriser ça. Aujourd'hui, pour qu'une formation digitalisée soit jugée efficace, il faut qu'elle intègre du synchrone et il faut qu'elle intègre des modalités courtes que vous allez après articuler entre elles pour composer des parcours qui peuvent être un petit peu plus longs. Voilà pour ça. Et du coup, je voulais qu'on fasse un petit focus sur l'origine des contenus digitaux. Parce qu'on l'a vu, pour les modalités synchrones, évidemment, il y a des contenus à préparer, mais on a vu qu'il y a beaucoup de contenus à produire. Petits contenus, quand on veut faire des formations, peut-être qu'il faut en avoir beaucoup plus, du coup. Donc ça, on s'est intéressé à comment ils étaient aujourd'hui produits. Ce qu'on observe, c'est que tous les ans, on a en fait un espèce d'équilibre. Alors ça varie un petit peu d'année en année, mais ça reste en fait autour de 50-50, autour d'internalisation et d'externalisation. Je trouve ça super intéressant parce que moi, je définirais la bonne stratégie de production de contenu comme un mix entre internalisation et externalisation. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, la bonne stratégie, c'est d'être en capacité de faire les deux. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir gérer des prestataires externes, il faut savoir le faire, déjà. On saura mieux de quoi on parle et on pourra optimiser les résultats qu'on aura et la relation qu'on aura avec nos prestataires. Et deuxième chose, parce que ça va dépendre de la formation, de la modalité. Donc la vraie intelligence digital learning, c'est de pouvoir choisir en fonction des contenus qu'on a à produire et des projets que l'on traite. Point suivant, du coup, je voulais qu'on revienne sur, si on revient aux modalités, je voulais là, maintenant, faire un focus sur la classe virtuelle. Elle est, du coup, la deuxième modalité jugée la plus efficace par notre panel. Et qui plus est, elle est jugée la modalité la plus efficace pour le tutorat. Donc, petit classement. L'email arrive en dernière position. Donc là, c'était des propositions qu'on a faites. Pourquoi ? D'une part, parce qu'on est tous submergés d'emails. Donc, est-ce qu'on va avoir l'email automatique envoyé par la plateforme de mon entreprise qui va me dire que je n'ai pas encore suivi mon module cette semaine ? Non, peut-être pas. Peut-être que ça arrive dans les spams également. Et puis, parce que voilà, on a besoin d'un contact un peu plus riche avec notre tuteur, notre formateur. La communauté, et là, on entend social learning et tout ce qui va avec. Puis le chat, donc là on rentre sur du synchrone, il y a un peu plus d'interaction avec quelqu'un en face, ça peut être une machine, ça peut être une vraie personne. Le téléphone, et là on voit qu'on rentre dans quelque chose d'encore plus personnalisé, là probablement ce ne sera pas une machine. Et puis la classe virtuelle. Donc c'est intéressant de voir encore une fois que dans le tutorat également, le synchrone est vraiment demandé. Et par ailleurs, le tutorat, du coup ça me fait un super lien avec un graphique, donc
là, on rentre dans du costaud. Je vais essayer de vous emmener avec moi là-dedans. On a analysé l'impact du tutorat sur le taux de participation au dispositif de formation digitalisé. Donc, on a le taux de participation ici et on a la part des dispositifs en vertical. Attention, vous me suivez? C'est parti. On a d'abord analysé les dispositifs de formation digitalisés sans tutorat. Regardez la courbe et regardez où se situe la majeure partie des dispositifs. En fait, on voit ici que la majeure partie des dispositifs, c'est-à-dire 54%, obtiennent un taux de participation inférieur à 10%. C'est pas terrible. Maintenant, si on regarde les dispositifs avec tutorat, regardez cette courbe, déjà elle change mais complètement. Et où se situe la majorité des dispositifs? Eh bien, il se situe entre 60 et 100% de taux de participation. Donc on voit bien là que dès que vous avez du tutorat, ce taux de participation se déplace et c'est ce qu'on cherche. Alors évidemment, il y a des formations un peu bottom-up qu'on met à disposition. On ne va pas forcément vouloir un taux de participation de 100%, mais ça reste intéressant de voir que quand on vise un taux de participation le plus élevé possible, il faut du tutorat. Et quand vous pensez tutorat, pensez classe virtuelle, pourquoi pas? Voilà. Ensuite, pour engager vos apprenants, le tutorat, c'est essentiel. Là aussi, alors là, c'était des analyses faites par les responsables formation. On a voulu aussi s'interroger et interroger directement les apprenants. Donc, côté apprenant, pour terminer une formation en ligne, quels sont les facteurs de motivation? Eh bien, premier lieu, la présence d'un tuteur. On retrouve ça, mais du coup, ça se suit et donc on peut faire un constat complet. Deuxième élément, l'obtention d'une certification, puis le fait que la formation soit en lien avec les problématiques métiers de l'apprenant. Et puis après, on en retrouve plein. Alors, vous verrez à la fin, je vous vois tous avec vos smartphones, vous allez avoir un petit flashcode à mettre, sinon vous avez notre site sur lequel vous retrouverez le livre blanc complet. N'hésitez pas à aller le télécharger du coup. Du coup, ici, je voulais relever deux petits points. Donc la présence d'un tuteur, on en a parlé. Deuxième point, l'obtention d'une certification. Et ça a été une énorme progression entre l'année dernière et cette année. Et donc, je voulais revenir dessus, ça reste intéressant de voir. Je pense que la réforme a mis en avant le fait que le CPF, du coup, il faut une formation certifiante. Du coup, la certification arrive en tête parce que voilà, je veux une formation qui m'apporte une certification. Mais qui plus est, on le voit aussi, nous, avec nos clients, les certifications corporate sont hyper importantes et de plus en plus demandées et ont de plus en plus un enjeu fort lié à l'obsolescence rapide des compétences et tatati, tatata. Je ne vais pas vous redire ce que vous avez entendu partout, mais le fait est que la certification corporate va vous permettre de valoriser, d'impliquer vos collaborateurs parce qu'ils auront en vue une manière de renforcer leur employabilité. Ça reste quelque chose de concret à mettre sur un CV. Et puis, dans l'entreprise, une manière de valoriser les compétences que l'on va lui faire acquérir et dont il aura besoin pour son poste. Voilà. Et puis du coup, on s'est aussi intéressé évidemment à ce qui amène un apprenant à commencer une formation et ses facteurs de motivation pour démarrer sa formation digitale. Et là, pour le coup, on retrouve la formation en lien avec les problématiques métiers, l'obtention d'une certification. Et cette fois-ci, je voulais qu'on s'attarde sur le bas du classement. Alors, sur le salon, vous avez plein de choses, plein d'outils, plein d'éditeurs. On retrouve du social learning, de la gamification. Tout ça, on vous promet que ça va engager vos apprenants dans les dispositifs de formation. Attention, on voit ici que finalement, c'est le bas du classement. 2% de l'expérience sociale de la formation, 5% l'intégration, pas celui-là, la gamification 6%, 7% l'accès en self-service à la ressource, donc le côté MOOC, etc. Le côté ludique, bref. Tout ce qu'on retrouve en termes de solutions sur le salon. Donc évidemment, ça c'est super intéressant. Mais pour engager vos apprenants, intéressez-vous d'abord en haut du classement et à ce que le collaborateur va retrouver en termes d'impact et de résultats à l'issue de votre formation. C'est là-dessus qu'il faut d'abord vous concentrer si vous voulez que votre formation soit suivie. Encore une fois, là, on parle des facteurs pour démarrer, ce qui amène l'apprenant à vouloir mettre le nez dans votre plateforme et le module que vous lui proposerez. Ensuite, une fois que vous aurez réussi à faire ça, bien sûr, intéressez-vous à ces outils d'engagement-là, les choses qui vous permettront de dynamiser vos formations, de les améliorer, de rendre la formation plus ludique, etc. etc. Et puis, on a aussi voulu demander
aux responsables formation, et puis ça rejoint ce que les apprenants nous ont dit, c'est que, voilà, c'est encore une fois, la majorité des bonnes raisons de commencer une formation sont les problématiques métiers, c'est-à-dire c'est sur lesquelles le responsable formation va pouvoir activer des leviers. On a donc voulu coupler avec les responsables formation et leur raison à eux de passer au digital learning. Et la raison numéro 1, c'est l'amélioration de l'efficacité pédagogique. Ça, c'est la réponse qui arrive en tête depuis plusieurs années et on en est ravis parce qu'effectivement, le digital learning, c'est de la formation et c'est de la pédagogie. Donc ça, c'est la bonne raison d'y passer. Mais en second point, on retrouve la réactivité face aux enjeux business. Et ça aussi, on est super content de le voir parce qu'on a, nous, dans nos tripes, la conviction que la formation doit être remise au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est un vrai moteur business, c'est un levier de performance pour la structure. Et que les responsables formation en aient conscience, bah nous, on est super contents. Ça montre que le digital learning est un outil utilisé par les responsables formation et par les services formation pour remettre la formation au cœur de l'entreprise et servir d'outil dans la performance. Voilà. Du coup, je vous ai promis le livre blanc. N'hésitez pas à vous servir de ce flashcode-là. Comme je vous le disais, vous le retrouverez dans le blog sur notre site. N'hésitez pas à y aller. Vous le retrouverez dans sa globalité. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le stand C5. Je ne vais pas passer la slide suivante qui indiquait le numéro de notre stand parce que je vais vous laisser tout simplement retrouver. Voilà. Donc, on a quelques minutes pour poser des questions. Exactement. Quelles sont les questions qui sont venues grâce au e-learning maintenant que vous savez tout? On terminait sur l'implication sociale de l'entreprise. Oui. Oui, bonjour. Je vois que vous avez interrogé 400 structures. Quel type de structure vous avez interrogé? Alors, on a interrogé tout type de structure. On retrouve dans notre panel des entreprises du secteur privé, du secteur public, comme j'ai dit tout à l'heure, des organismes de formation. Et c'est là-dessus qu'on base notre enquête et notre analyse. Donc un échantillon représentatif des acteurs, effectivement. Une autre question pour se dire sur quoi vous devez vous spécialiser, sur quoi vous avez envie de vous investir en e-learning. Donc j'évite de faire des passages devant parce qu'effectivement après ça pose des problèmes, m'a-t-on dit. Donc, alors est-ce qu'il n'y a pas des questions sur le e-learning qui vous brûlent les lèvres? Si on devait commencer en e-learning, on démarrerait par quoi? Conseillerait quoi finalement si on devait démarrer? Quand on se pose la question, une fois qu'on a bien défini son objectif, parce que ça c'est un de nos conseils aussi, passez pas, on l'a vu, au digital learning pour les raisons, on peut revenir sur cette slide-là, ça serait intéressant. Ça nous rassure aussi de voir qu'il n'y a que 3% des structures qu'on interroge qui nous disent qu'ils souhaitent passer ou qu'ils sont passés au digital learning parce que c'est la fin du présentiel. Ça aussi, on est d'accord, je pense, tous aujourd'hui pour se dire que le présentiel est une des modalités qu'il faut intégrer à votre spectre de la formation, évidemment. Les tendances également, n'y allez pas pour suivre des tendances parce que votre structure et vos collaborateurs ne vous suivront pas. On a parlé de comment engager les apprenants. Une des grosses questions, c'est comment on embarque le top management, les formateurs, dans cette démarche de digitalisation. Là-dessus, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai fait ce matin parce que j'ai traité dans une autre conférence, mais on a sorti une petite méthode, un outil de sondage que vous retrouverez très bientôt sur notre site ou ailleurs. En tout cas, voilà, on a créé un outil qui vous permet de sonder. C'est une petite méthode qui s'appelle LDD et qui vous permettra de pouvoir situer concrètement où en sont les parties prenantes de vos projets et de pouvoir vous dire du coup quoi mettre en place pour les embarquer. Donc je ne sais plus comment j'en suis arrivée là. Tout ça pour dire que l'engagement de vos collaborateurs passe aussi, c'est ça que je voulais dire, par le fait de leur communiquer pourquoi vous passez au digital learning. C'est hyper important et nous on le voit au quotidien. Des formateurs à qui on a juste dit tu vas digitaliser tes formations, ça ne fonctionne pas. Par contre, à qui on a dit on va digitaliser nos formations parce que ça va permettre à notre structure de devenir plus performante et dans nos formations, du coup, on aura besoin de toi, formateur, parce que tu vas apporter une vraie richesse au parcours. Là, oui, ils ont envie, ils s'y engagent et ils ont envie de progresser et de vous suivre dans cette aventure. Très bien. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le marketing qui fait un peu la différence? Être capable de marketer la transformation et non pas tant les outils?
Bien sûr, le marketing, c'est effectivement quelque chose qu'il faut intégrer. Il faut marketer votre offre de formation pour que, encore une fois, les parties prenantes de votre projet vous suivent, aussi bien vos apprenants qui peuvent être vos clients internes ou externes. C'est important, hein, le marketing, c'est comme ça qu'on va réussir à vendre quelque chose. Mais aussi, du coup, marketer votre projet de digitalisation de la formation auprès de vos équipes formation. Encore une fois, voir votre top management. Il faut démontrer en quoi ça va rendre votre structure plus performante. Et par structure, j'entends soit l'entreprise, soit votre service formation. Très bien, une dernière question. Dans le fond, parce que dans le fond, vous êtes bien aussi, je crois, hein, donc ça c'est bien. Peut-être, est-ce que vous avez identifié le fait d'avoir des lieux d'expérimentation comme des learning labs, comme on dit, où on peut, en dehors de la structure, tester des choses, faire en sorte que les gens apprivoisent, et puis finalement, ça peut se diffuser plus facilement? Alors, si c'est utilisé à bon escient, pourquoi pas. J'aurais 2 remarques là-dessus. Je vais rebondir sur le terme de Learning Lab ou autre mot comme ça, ou le concept en lui-même. Le risque, c'est de mettre à dispo des outils, de dire allez-y, testez. Alors, il y a en fait 2 risques là-dedans. C'est d'une part que personne n'ira parce qu'en fait, on lui donne à disposition et puis on ne sait pas trop ce qu'il en fera après. Lui-même ne saura pas, votre formateur, votre concepteur ne saura pas dans quelle mesure il pourra vraiment les utiliser dans ses formations. Encore une fois, il faut l'accompagner là-dedans, lui expliquer en quoi ça consiste. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on va diversifier les outils. Si vraiment ces outils-là, dans le concept de Learning Lab, c'est de mettre à dispo pas mal de choses quand même, c'est d'avoir plein de trucs, ça va créer une sorte vous manquerez d'uniformité en tout cas. Ça c'est le risque quand on fait appel à plein d'outils différents, c'est qu'on s'y perd et que derrière ça n'a plus forcément un bon impact pour les formations parce que ce ne sera pas uniforme, il y aura une charte graphique là, une ligne éditoriale là, ça se ressemblera pas. Votre apprenant in fine embarquera pas dans votre parcours si tout est différent d'un module à l'autre en fait. Donc attention, réfléchissez bien à la mise en place de ça. Après, quand vous pouvez le faire et que c'est bien fait, ça a du sens effectivement, ça crée un petit peu une petite cellule spatio-temporelle au sein de laquelle vos formateurs peuvent embarquer pour créer les modules e-learning et ça peut résoudre des petits problèmes qu'on a pu voir comme le manque de temps par exemple. Très bien, merci beaucoup à tous, merci, on peut applaudir. Merci beaucoup. Très intéressant et surtout très bien animé, donc un vrai talent.